Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 264e briefing éclairage sur l'actualité. Alors aujourd'hui avec une actualité forte qui est en train de se dérouler, qui est donc la rencontre pas la rencontre, le coup de téléphone entre Trump et Poutine. Bon, on n'en sait pas grand-chose, mais ça va être l'occasion pour Igor de commencer aujourd'hui pour nous donner un peu le contexte de ce coup de fil, ce qui en est attendu ou pas. Voilà, nous donner un peu le contour. Ensuite, Arnaud reprendra la parole pour nous parler, comme on est jeudi, de tout ce qui est économie et politique intérieure russe. Et puis on reprendra Igor probablement ensuite pour les aspects plus internationaux habituels. Voilà, on t'écoute Igor. Oui, merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, un coup de fil entre les présidents russes et américains qui a été annoncé il y a très récemment, finalement, il y a une heure et demie. On a appris qu'il était prévu qu'ils se parlent. Ils doivent se parler maintenant ou dans les minutes qui suivent. Ce sera donc le cinquième entretien téléphonique entre les deux présidents depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Alors, évidemment, de quoi peuvent-ils parler? Évidemment, on en saura plus une fois que l'entretien aura eu lieu. On verra de combien de temps durera cet entretien. Mais en réalité, il y a plein de sujets depuis le dernier contact téléphonique. Il y a évidemment ce qui s'est passé en Iran avec les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Souvenez-vous, j'en avais parlé, la Russie a proposé sa médiation que Donald Trump a refusée. Mais il y a à l'évidence là un sujet, à mon avis, qui sera évoqué par les deux présidents. Il y a évidemment l'Ukraine, hein, toujours en fil conducteur. Il y a l'agenda strictement bilatéral russo-américain avec, souvenez-vous, ce cycle de contact entre les équipes russes et américaines qui a été interrompu il y a quelques semaines à l'initiative de la partie américaine qui a dit vouloir faire une pause dans la reprise de ces contacts au mois de juin. Ils en étaient restés, j'allais dire, au fonctionnement des ambassades, hein, avec la question très technique, comme celui des comptes en banque notamment. J'avais parlé aussi de la question de la liberté de mouvement des diplomates au-delà d'une certaine limite géographique, la restitution des emprises diplomatiques qui avaient été saisies ça et là, notamment par les Américains sous la première mandature de Trump. Donc il y avait des sujets comme ça sur la table sur lesquels ils avançaient, mais les Américains avaient souhaité le mettre en pause et à la clé, il y a toujours ce projet de rencontre directe entre les deux hommes, en réalité, que Trump attend avec impatience. En tout cas, il le fait savoir régulièrement, hein. Clairement, il fait comprendre que cette visite, cette rencontre entre les deux hommes serait bienvenue. Du côté du Kremlin, hein, sur le principe, on est d'accord. C'est la question du calendrier, puisque la Russie explique que cette rencontre doit avoir lieu, mais qu'elle doit venir parachever un certain nombre de conclusions de dossiers bilatéraux et qu'il ne s'agit pas de se rencontrer juste pour se rencontrer et faire une photo en quelque sorte. Donc, c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que les Américains avaient mis en pause les contacts, parce que Donald Trump souhaiterait peut-être que cela aboutisse plus rapidement à une rencontre entre les deux hommes. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses évidemment à discuter. On en saura plus très certainement déjà dans la soirée. Et donc, je serai en mesure de vous en parler de manière plus détaillée dès lundi prochain pour notre prochain briefing. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire, Président, en attendant l'entretien téléphonique. Merci beaucoup de ces éléments de contexte. Et puis donc on va passer directement à notre menu habituel du jeudi, c'est-à-dire la politique et l'économie intérieure russe. Arnaud, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Une actualité assez chargée cette semaine dans le domaine économique et de la politique intérieure, avec des chiffres qui sont tombés et qui confirment ce dont on parle depuis des semaines, c'est-à-dire le ralentissement de l'économie russe. D'après les données du ministère du Développement économique, la croissance en mai a atteint 1,2 en rythme annuel contre 1,9 en avril, et sur les 5 premiers mois de l'année, la croissance s'établit à 1,5. Autre signal, l'indice PMI de Standard Poor's relatif aux industries manufacturières qui a reculé à 47,5 points en juin contre 50,2 en mai. Il s'agit de la baisse la plus marquée depuis mars 2022 et dans la foulée, l'indice frère, si j'ose dire, relatif aux services s'est également passé en zone négative à 49,2 contre 52,2 au mois de mai.
D'autres chiffres. D'abord, un sondage qui donne quelques indications sur l'état d'esprit des Russes, leurs attentes. Les Russes disent que pour avoir une vie normale, je cite, ils ont besoin de 41, de 81 000 roubles par mois et par personne, 110 à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Cette enquête a été réalisée par la Haute École d'économie. Alors il faut rapporter ça au salaire. Le salaire moyen est autour de 90 000 roubles, mais le salaire médian, qui est sans doute plus parlant en réalité, n'excède pas 66 000 roubles. Donc on voit le chemin qui reste à parcourir pour que les Russes soient satisfaits, alors même que les salaires ont déjà beaucoup augmenté ces derniers temps. Un- Pardon, sur un détail, quand il parle de 80 000 euros, c'est par personne. Donc c'est ah, multiplié par le nombre de membres du foyer. absolument, Et s'il y en a qui ne travaillent pas, ça fait encore un delta plus grand, c'est ça? absolument. Autre sujet qui concerne tous les Russes, c'est la hausse de ce qu'on appelle les services communaux. Alors de quoi parle-t-on? On parle de certaines charges de logement, l'eau, l'électricité, les ordures ménagères. Eh bien, tout ça va être indexé, c'est-à-dire augmenté avec des augmentations qui peuvent, dans certaines régions, atteindre 20%. À Moscou, ce sera 15%, mais évidemment, tout ça aussi contribue à l'inflation qui, on le sait, est l'un des grands sujets de préoccupation des Russes et de leur gouvernement par ailleurs. Autre chiffre intéressant, celui du taux moyen des prêts immobiliers au 20 juin. Il était de 25% contre 26,54 au début du mois. Donc on voit qu'il y a un léger reflux qui s'amorce dans la foulée de l'abaissement du taux directeur de la Banque centrale, mais on reste quand même à des niveaux très élevés et pour tout dire assez rédhibitoires pour les particuliers. Autre nouvelle qui me paraît digne d'intérêt, une société iranienne qui détient d'ores et déjà 53% du port d'Astrakhan en Caspienne est en discussion pour en devenir le seul actionnaire. Une nouvelle qui évidemment n'est pas anodine dans le contexte géopolitique qu'Igor a eu le loisir de décrire au cours des dernières semaines. Mais la nouvelle qui est à la jonction du politique et de l'économie, ce sont les déboires de M. Stroukov, Constantin, qui est toujours le vice-président de l'Assemblée régionale de Tcheliabinsk. On a appris que le parquet général eh bien, se prononçait en faveur de la nationalisation, c'est-à-dire de la confiscation en réalité, de la nationalisation des biens de cet homme d'affaires qui n'est pas très connu à Moscou, il ne fait pas partie du top 10 ou du top même 50 des grands hommes d'affaires, des oligarques russes, mais dans l'Oural, c'est une figure bien connue. Et l'actif, le principal actif de cet homme d'affaires, qui par ailleurs est un élu de Russie unie, c'est une compagnie aurifère qui est la quatrième du pays, qui estime le parquet général aurait été privatisée il y a une quinzaine d'années dans des conditions contestables. J'en parle parce que ce n'est pas un cas isolé. On en a déjà parlé avec Igor lors de précédentes séances. Le parquet général, depuis plusieurs mois, même plus d'un an en réalité, initie des dossiers qui visent à ramener dans le giron public, dans le giron de l'État, certains actifs dont il estime qu'ils ont été vendus, parfois il y a très longtemps, hein, parfois à la fin des années 90, au début des années 2000, à des entités privées dans des conditions frauduleuses. Ça suscite un certain émoi dans les milieux d'affaires. On se souvient que le RSPP, c'est-à-dire le MEDEF russe, en a parlé, si ma mémoire est bonne, dès l'automne dernier lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine. À l'époque, le président russe, et c'est un peu l'élément de langage des autorités, il explique qu'il n'y a pas finalement de tendance, de politique de fond, il n'y a que des cas particuliers. Mais on sait que ça inquiète un certain nombre de personnes, surtout en région, parce que de fait, c'est une forme de redistribution non seulement des actifs économiques, mais également de l'influence politique qui se joue en l'occurrence à Tcheliabinsk. La semaine dernière, on parlait du Daghestan. Dans un contexte très spécifique, on sait que le Caucase c'est particulier, mais c'est un peu la même chose.
Mi bout à bout, ça commence à peser et à, comment dire, à être un élément important de l'arrière-fond politico-économique en Russie aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire sur l'économie. Quelques mots de politique intérieure, et avec comme souvent une chronique judiciaire chargée. Quelques mots de Yuri Doud, le célèbre vidéoblogueur qui est très actif sur YouTube, qui fait désormais l'objet de poursuites criminelles de la part du parquet général. Lui est reproché de ne pas s'être conformé aux obligations des agents étrangers. Une première, l'exclusion, euh, la révocation du barreau d'un avocat, en l'occurrence une avocate, Madame Gak, qui est inscrite à Rostov et qui a été radiée à la demande du ministère de la Justice au motif qu'elle réside à l'étranger. Et c'est la première fois que cette disposition, qui a été introduite dans la loi l'année dernière, est mise en œuvre. Autre affaire dont on parle beaucoup, et on l'a déjà évoqué encore une fois ici depuis des semaines, c'est la condamnation de Timour Ivanov, ancien vice-ministre de la Défense, réputé proche de Sergueï Shoïgu, condamnation le 2 juillet à 13 années de prison pour détournement de fonds, blanchiment dans une affaire de corruption. Il est également condamné à une amende d'1 million d'euros. Je rappelle que Timour Ivanov, qui a été arrêté au printemps 2024, était considéré comme l'un des proches du ministre de la Défense de l'époque, Sergueï Shoïgu. Il était considéré comme l'un des fonctionnaires les plus riches du pays. Deux autres chiffres et j'en resterai là. Enfin non, pratiquement là. Le premier chiffre est relatif au nombre de contractuels qui se sont engagés dans les rangs du ministère de la Défense au premier semestre 2025. C'est un indicateur qui évidemment est suivi de très près par à peu près tout le monde. Dmitri Medvedev, qui dirige la commission en charge du recrutement de l'armée, a annoncé que 210 000 personnes avaient rejoint les rangs du ministère de la Défense, plus 18 000 qui se seraient engagés dans des diverses formations de volontaires. Encore une fois, si ces chiffres se confirment, ça voudrait dire que le rythme de recrutement ne faiblit pas, ce qui évidemment a des implications importantes pour la suite du conflit en Ukraine. Enfin, une dernière nouvelle sur un sujet, là encore, qu'on suit régulièrement parce qu'on considère que c'est un indicateur finalement des tendances politiques en Russie, du rapport de force au sein des différentes sensibilités, différents clans. Artyom Joga, qui, vous le savez, est le représentant plénipotentiaire du président dans le district fédéral de l'Oural, qui est un représentant de cette mouvance Z, eh bien, il a déclaré à l'issue de sa visite au centre Yeltsin, je cite, que les faits historiques n'étaient pas déformés, qu'il n'y avait rien à reprocher au centre Yeltsin, mais qu'il y avait en revanche des questions sur les invitations adressées à telle ou telle personnalité. J'en parle parce que c'est un marqueur, encore une fois, le centre Yeltsin d'Ekaterinbourg est perçu par cette mouvance Z, par la mouvance patriotique au sens large, comme une survivance des années 90, comme un foyer de libéralisme déplacé dans la Russie d'aujourd'hui. Donc, il fait l'objet d'attaques régulières, par exemple de Nikita Mikhalkov, le cinéaste, et de bien d'autres personnalités politiques ou du monde de la culture. Donc, la fermeture qui parfois est évoquée dans certains médias ne semble pas à l'ordre du jour. On comprend que ce serait très délicat pour le président Poutine de laisser faire ça ou de tolérer ça, mais disons que les marges de manœuvre de cette institution importante dans l'Oural tendent à se réduire. Enfin, une dernière nouvelle qui est à la fois mondaine, politique. Il s'agit un mariage d'un très jeune homme de 17 ans, un fils Kadyrov, Adam, dont on a déjà parlé ici, qui ces derniers mois a été décoré à plusieurs reprises. Il a été nommé à diverses fonctions. Il est en particulier la personne qui en Tchétchénie supervise les activités du ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien. Eh bien, il se serait marié le week-end dernier. Il aurait été reçu par Vladimir Poutine juste avant ses noces
Et il se dit également que plusieurs membres du gouvernement russe auraient assisté aux festivités. Ce n'est jamais anodin parce que je rappelle qu'il y a quelques mois, on avait évoqué les problèmes de santé de Ramzan Kadyrov, son père, qui était à la tête de la Tchétchénie depuis presque 20 ans. Alors, est-ce qu'il s'agit d'accélérer les préparatifs en vue d'une succession, en tout cas d'une mise sur orbite accélérée d'un des fils à suivre? En tout cas, le tout Moscou politique discute beaucoup de cet événement politique au monde. Voilà, Président, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Alors déjà, il y a peut-être quelques questions qui sont arrivées là-dessus. Concernant le recrutement, traditionnellement, ces chiffres quand même concernant la mobilisation étaient plutôt tenus secrets, même considérés comme stratégiques. Donc, est-ce qu'on peut y accorder un certain crédit ou considérer que c'est de la propagande ou est-ce que simplement une certaine transparence qui serait un des rares endroits où elle aurait lieu? Alors non, Medvedev et la Russie communiquent là-dessus depuis déjà des mois. Donc ces chiffres-là ne sont pas considérés comme secrets, à l'évidence. La question de la fiabilité de ces statistiques, personnellement, je n'en sais rien, je ne suis pas les vérifier, ça n'entre pas dans les compétences de l'Observatoire et de la Chambre de commerce. En revanche, ce qu'on a pu lire dans la presse occidentale il y a quelques mois, c'est que les Américains y croient. En tout cas, les Américains ne semblaient pas douter de ces chiffres-là et du fait que la Russie réussisse, pour l'instant en tout cas, à recruter à peu près 1 000 personnes par jour. Mais ça reste impressionnant. Pour remonter le fil de ton intervention concernant la nationalisation de cet homme de l'Oral, là, est-ce que c'est considéré comme dans les milieux d'affaires comme une spoliation et est-ce que ça va pas, il n'y a pas le risque politique de mettre un coin dans la confiance entre les milieux d'affaires, les oligarques et le pouvoir? Bon, la confiance entre le pouvoir politique et le milieu d'affaires, c'est très fluctuant en Russie, hein. Puis tout dépend de quel milieu d'affaires, de quelle personne, de quel secteur. Euh, et tout ça, depuis 2003 en réalité, depuis l'affaire Youkos. Euh, donc je ne suis pas certain que ce soit là en réalité le vrai sujet, la confiance en tant que telle. Non, le sujet, c'est est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est une tendance qui a vocation à s'élargir? Et jusqu'où ça peut aller? Parce que je rappelle qu'en 2000, dès 2000 en réalité, dès 2000, l'une des premières annonces de Poutine, ses premières comment dire, décisions politiques, c'est de convoquer au Kremlin les grands oligarques de l'époque, qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, à l'exception de Berezovski, décédé, Goussinski en Israël depuis lors, et Khodorkovsky, qui n'est plus vraiment aux affaires. Eh bien, le nouveau pacte, entre guillemets, était le suivant. Vous cessez de faire de la politique, vous payez des impôts, mais en contrepartie, l'État ne cherchera pas à récupérer les actifs dont tout le monde sait dans quelles conditions ils ont été acquis. Donc la vraie question, c'est toujours celle des droits de propriété, en réalité. Les droits de propriété sont fragiles, la légitimité de la privatisation des années 90 est très fragile. Le pouvoir, en l'occurrence le procureur général, sait qu'il roule sur du velours, hein. Auprès des Russes, confisquer des actifs mal acquis, c'est plutôt populaire. Donc voilà, la question que les gens se posent discrètement, et évidemment personne n'a la réponse, et est-ce que, encore une fois, c'est ciblé? Est-ce que ça reste en région avec des oligarques de troisième catégorie? Ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, dans un contexte finalement de rétrécissement du gâteau aussi, il faut quand même le dire, des appétits à Moscou entre grands fauves? Donc, question à suivre. Alors, pour revenir sur ta première pratiquement intervention, la question du port d'Astrakhan contrôlé par l'Iran, c'est ça? Est-ce que qu'une puissance étrangère en contrôle la totalité d'un objet stratégique, somme toute, ça pose pas problème?
En l'occurrence, peut-être qu'Igor a des éléments supplémentaires. Ce qu'il faudrait, je ne suis pas certain que ce soit l'opérateur de l'ensemble du port d'Astrakhan. Il faudrait, on vérifiera pour la prochaine fois, mais bon, d'abord, il y a une logique géographique, évidemment, et puis il y a une logique aussi politique. L'Iran n'est pas un État inamical, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un allié de la Russie, même si Vladimir Poutine avait souligné à l'envi, et c'était plutôt avisé, qu'il n'y avait pas de clause de défense militaire entre les deux États. Donc oui, c'est intéressant de noter que l'Iran a été autorisé par la Russie à prendre une participation qui a peut-être vocation à s'accroître dans une infrastructure portuaire majeure. Voilà, il y a une question qui est intéressante, c'est par rapport à ton intervention précédente, qui nous dit, étant donné les 1000 recrues par jour dans l'armée, existe-t-il des chiffres sur les soldats ayant accompli le terme de leur contrat et en étant sortis? Alors, je pense pas que tu puisses donner des chiffres comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils communiquent? Alors, C'est-à-dire le retour à la vie oui, civile. oui, oui, on a sorti cette statistique la semaine dernière. Encore une fois, de sources publiques. Alors, on va la retrouver précisément, mais de mémoire, c'était autour de 130 000, Ouais. autour de 150 000, quelque chose comme ça, hein, qui étaient d'anciens combattants revenus à la vie civile. Euh, voilà, mais ça attire notre attention, effectivement, parce que ce ne sont pas des chiffres qui circulent très souvent. Mais en Ouais. tout cas, Si je peux me permettre, pour rebondir, c'est selon l'administration présidentielle russe, c'est M. Novikov qui a donné le chiffre il y a quelques jours. C'est 137 000 soldats qui sont rentrés du front, donc de sources on ne peut plus officielles, hein, puisque c'est le Kremlin qui les a publiés. ben, vous êtes formidables, les garçons, vous donnez les réponses à toutes les questions. C'est l'Observatoire qui travaille bien, comme tu le sais. L'observatoire est remarquable. Voilà. Bien, c'est l'occasion, Igor, que tu prennes la parole et que tu la conserves. Voilà. Nous t'écoutons. Merci, Président. Donc, effectivement, je reprends la main. Alors, les deux présidents américains et russes sont censés avoir commencé à se parler depuis 17 heures heure de Moscou. Donc, c'était l'heure qui était donnée par les services de presse. Mais est-ce que ça a vraiment débuté à 17 heures heure de Moscou? On ne sait pas. En tout cas, depuis, il n'y a plus de nouvelles. Donc, peut-être que ça veut dire qu'effectivement, leur entretien a démarré. Alors, je vais commencer cette rubrique par un autre entretien téléphonique, celui qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron mardi en fin de journée, un entretien téléphonique qui aura duré près de 2 heures et qui a été donc initié par la partie française et qui est remarquable puisque les deux hommes s'étaient plus parlé depuis le 11 septembre 2022, donc pratiquement 3 ans sans se parler. D'après les communiqués de presse du Kremlin et de l'Élysée, les deux principaux sujets évoqués sont d'une part le Moyen-Orient avec le dossier nucléaire iranien et le dossier iranien en fait, hein, tout court, et d'autre part l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, sur la forme, les deux communiqués sont relativement similaires. Je dis bien sur la forme, hein. Ils se ressemblent assez. Sur le fond, évidemment, il y a des divergences et il y a aussi quelques convergences qui sont intéressantes à relever. Alors, je commence par les convergences parce qu'elles sont quand même suffisamment rares. Les convergences, c'est évidemment sur le dossier iranien et sur le Moyen-Orient, où, d'après les communiqués, une fois de plus, les deux présidents ont souligné la volonté, enfin, en gros, que l'Iran n'obtienne pas de bombe atomique, d'une part, qu'elle reste dans le cadre du traité de non-prolifération et qu'elle continue de coopérer avec l'AIEA, hein, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc ça, c'est pour les convergences. Les divergences, sans surprise, s'expriment sur l'Ukraine, puisque là, on a deux appréciations diamétralement opposées, donc sur laquelle il est à peu près inutile de revenir. Vladimir Poutine a exposé Emmanuel Macron ce qu'il considérait être les racines profondes, ce qu'il appelle les racines profondes du conflit en Ukraine, qui, selon lui, doivent être résolues afin de mettre un terme aux affrontements. Et de son côté, le chef de l'État français a appelé, et non exhorté, hein, cette fois-ci c'était appelé, le terme qui était employé dans le communiqué, à un cessez-le-feu pour que des négociations puissent s'engager. Mais il n'est pas question dans le communiqué de cessez-le-feu immédiat, conditionnel et total. Ça, cette formulation a été oubliée.
dans le communiqué de l'Élysée. Et en revanche, là, on retrouve un point de convergence intéressant, c'est que dans les deux communiqués, il est fait mention de la nécessité de poursuivre ces contacts et que les deux hommes se reparlent et se tiennent finalement informés de la situation, ce qui est là aussi donc assez intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont parlé? Qu'est-ce qui a fait que cet entretien téléphonique a surgi un petit peu de nulle part? Personne s'y attendait, à vrai dire, hein, à ce que les deux hommes se reparlent et surtout à ce que le président russe, j'allais dire, décroche, puisque on se souvient des contexte dans lequel le dernier entretien téléphonique avait eu lieu. Bon, l'opération spéciale était déclenchée, mais on se souvient aussi des reportages qui avaient été diffusés à la télé française où on voyait que les entretiens entre les deux hommes qui avaient eu lieu en février 2022, avant le déclenchement de l'opération spéciale, avaient été filmés dans le bureau d'Emmanuel Macron, manifestement à l'insu de Vladimir Poutine, ce qui avait évidemment fortement déplu au Kremlin. Donc, et ce qui avait probablement expliqué ce blackout de pratiquement 3 ans ensuite après coup dans les conversations entre les deux hommes. Alors, il y a évidemment tout un contexte qui a probablement rendu possible ce contact téléphonique. Il y a eu la guerre, les frappes israélo-américaines contre l'Iran au Moyen-Orient d'abord, premier élément d'explication, dans lesquels d'un côté, les Européens, les Français et les Européens étaient à peu près inaudibles sur cette crise et spectateurs, et de l'autre côté, la Russie aussi spectatrice, qui a proposé ses bons offices, mais qui est restée spectatrice et les bras croisés pendant cette guerre des 12 jours, hein, ce qu'on appelle désormais la guerre des 12 jours. Donc, finalement, entre spectateurs, il est peut-être bon de se retrouver, de discuter et d'échanger sur un sujet où, comme je l'ai exposé, il y a manifestement des points de convergence. Le deuxième élément, c'est les sommets du G7 et de l'OTAN qui se sont déroulés il y a quelques jours, dont j'ai évoqué le bilan lors de précédents briefings, qui ont, comment dirais-je, exposé clairement, si besoin encore en été, le désintérêt de Donald Trump pour l'Ukraine. Et ça, si certaines personnes en doutaient encore, là, ça a été quand même très très clair. J'ai parlé du communiqué de l'OTAN de la semaine dernière qui est extrêmement, comment dirais-je, elliptique, un des communiqués les plus courts et les plus succincts des derniers sommets de l'OTAN, où le vrai sujet lors de ce sommet, c'était pas l'Ukraine, une fois de plus, je l'avais analysé la semaine dernière, mais c'était de maintenir les Américains à bord et la question donc pour cela des dépenses de défense, avec la cible des 5% pour satisfaire Donald Trump et qui ne claque pas la porte au minimum du sommet, voire plus. Donc finalement, l'Ukraine est passée complètement en arrière-plan de ce sujet et comme par hasard, des coïncidences qui sont quand même assez, on croit peu en coïncidences dans ces domaines-là, le lendemain de ce coup de téléphone entre Macron et Poutine, eh bien, les États-Unis annoncent une pause dans les livraisons de munitions à l'Ukraine. Ça, je vais y venir juste après donc dans la suite de ce sommet de l'OTAN. Et je pense que ça a pu être un élément évidemment qui a pu pousser aussi la diplomatie française, Emmanuel Macron, à reprendre son téléphone et à chercher à joindre le Kremlin. Alors côté russe, qu'est-ce qui a pu faire que Vladimir Poutine se dise, allez, je prends mon téléphone et je parle avec Emmanuel Macron? L'Iran, ça je l'ai dit. Le fait que sur le volet russo-américain, ça patine, c'est-à-dire qu'il y a les contacts sur le canal bilatéral, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant sont mis en pause, une fois de plus. Et probablement que pour Vladimir Poutine, cet entretien téléphonique, c'est un petit peu un moyen de faire jouer la concurrence et de montrer aux Américains que bon, si jamais on ne veut pas discuter plus et avancer plus, il y a toujours la possibilité de remettre les Européens dans la boucle. Et ça tombe bien parce que les Européens cherchent à tout prix à revenir dans la boucle, surtout sur le dossier ukrainien. Et donc, c'est donc un moyen pour Vladimir Poutine peut-être de stimuler un dialogue russo-américain qui s'essouffle un petit peu depuis quelques semaines. Il y a aussi un contexte qui accapare M. Witkoff, on l'a dit, qui est un personnage clé dans ce processus, M. Witkoff qui est complètement focalisé sur le Moyen-Orient depuis plusieurs semaines et qui jusqu'à avant cette guerre était un personnage clé pour le dialogue russo-américain. Et aussi, je l'ai dit, parce que peut-être que pour Donald Trump, le vrai jalon, c'est enfin, programmer vraiment une rencontre avec Vladimir Poutine pour ensuite avancer, puisque pour lui, c'est apparemment quelque chose qui compte beaucoup. Alors, c'est un moyen, à mon avis, pour le Kremlin voilà, de faire jouer un peu la concurrence et donc de chercher à stimuler ce dialogue en relançant à peu de frais
le contact, en réouvrant le canal de discussion avec Emmanuel Macron. Alors pourquoi avec Emmanuel Macron et pas, je ne sais pas, M. Merz, le nouveau chancelier allemand, M. Starmer, le nouveau Premier ministre britannique? L'intérêt, à mon avis, Emmanuel Macron, c'est que c'est un des principaux chefs de file, chefs d'État, dans le camp des pays que les Russes considèrent comme les globalistes, c'est-à-dire ceux qui militent, sont en faveur évidemment de la préservation de l'ordre international, globalisation et donc du globalisme d'une part, et des pays d'autre part qui affirment soutenir l'Ukraine et soutiennent l'Ukraine bec et ongle, et il n'y a qu'à voir le phrasé du communiqué de l'Élysée, hein, soutien indéfectible à l'intégralité territoriale, souveraineté de l'Ukraine. Bon. Et dans ce camp-là, en Europe, on sort évidemment les États-Unis de la réflexion, ben, il y a évidemment dans les principaux pays, il y a la France, il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne, même s'il n'y a plus dans l'Union européenne, la Pologne aussi. Et finalement, Emmanuel Macron, c'est celui qui a la plus grande longévité depuis 2017. Il est aux affaires, il va y rester encore au moins 2 ans. On ne sait pas quelle est la situation en Allemagne. Est-ce que M. Merz va faire plus que M. Scholz? M. Scholz est resté moins de 18 mois aux affaires. Je ne parle pas des chefs de gouvernement britanniques qui se sont succédés depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils vont encore être en place? Est-ce que M. Starmer sera encore en place dans un an? Bon, finalement, il y a un minimum de prévisibilité sur, j'allais dire, la durée de vie politique de l'interlocuteur, et ce qui fait qu'à mon avis, il était tout indiqué voilà, de répondre aussi à des appels du pied d'Emmanuel Macron, qui ces derniers mois a fait savoir qu'il restait évidemment ouvert à une discussion avec le chef du Kremlin. Et évidemment, si besoin en était, rappeler que la France et la Russie font partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça aussi, évidemment, ça compte. Maintenant, est-ce que cet entretien va changer fondamentalement la donne sur le conflit en Ukraine? Franchement, je ne pense pas à ce stade. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une prise de contact qui pourra donner des fruits à moyen terme. Il faudra donc voir si elle sera suivie par d'autres éléments. Donc le deuxième point de mon intervention, c'est l'arrêt des livraisons de munitions par les Américains à l'Ukraine qui a été annoncé, donc présenté comme une pause par le Pentagone hier. On parle de livraison de certaines munitions, mais non des moindres, puisqu'il est question notamment des obus de 155 mm, et ça j'en ai déjà parlé depuis maintenant près de 2-3 ans, que c'est le nerf de la guerre, c'est la munition probablement la plus consommée en volume sur le champ de bataille, c'est les obus d'artillerie. Donc ça, ces livraisons-là vont être mises en pause. Il en est de même pour les missiles longue portée à guidage de précision qui sont tirés depuis les HIMARS. C'est que les HIMARS peuvent tirer différents types de munitions. Il y a des munitions courte portée, j'allais dire, pour le champ de bataille à quelques kilomètres. Puis il y a des munitions plus longue portée pour aller frapper l'arrière, les lignes de communication, l'arrière du front finalement. Et celles-ci donc ne seront plus livrées, de même que des missiles anti-chars, de même que des missiles pour les F-16. Si les F-16 livrés à l'Ukraine ne sont pas des F-16 prélevés sur les capacités américaines, en revanche, les missiles qu'on met dessus sont même en grande partie américains. Et donc, ces missiles-là ne partiront plus. Les Stinger, mais surtout beaucoup plus critique, les missiles pour les systèmes Patriot. Et ça, on a déjà parlé de l'épuisement, j'allais dire, des stocks ukrainiens. Qui sont saturés, qui sont lourdement sollicités par les vagues de bombardements nocturnes russes. Hein. Depuis le mois de juillet, depuis le début du mois de juillet, on a comptabilisé qu'il y a plus de 500 vecteurs qui sont tirés par la Russie vers l'Ukraine chaque nuit, pratiquement, en drones, en missiles, en différents types donc de vecteurs. Et donc, s'il faut intercepter les 500, je vous laisse faire le compte, hein, puisque ça peut très vite consommer énormément de munitions. Et le problème, c'est que ces stocks arrivent donc en Ukraine à épuisement. C'est quelque chose qui est relevé et qui est mentionné dans la presse grand public depuis plusieurs mois en réalité, hein, et qui va donc, cette pénurie va s'accentuer, va s'aggraver assez rapidement si les Américains maintiennent cette pause-là. Alors ces munitions que Donald Trump, enfin que le Pentagone a décidé d'arrêter, étaient des munitions dont la livraison avait été décidée et votée et financée par l'administration Biden. Finalement, c'est les derniers paquets d'aide Biden qui sont en train de partir, et donc ils devaient partir pour le dernier d'entre eux, je crois que je l'avais dit la dernière fois, avant la fin de l'été. Et donc finalement, par anticipation, ces paquets sont mis en pause. Techniquement, ils ne sont pas bloqués, puisque le motif qui est mis en avant par les Américains, c'est de dire qu'il y a un épuisement critique des stocks stratégiques américains. Donc il faut donc recomposer ces stocks, d'une part, livrer prioritairement à un allié considéré comme plus important qui est Israël,
qui, au terme de cette guerre des 12 jours, a aussi lourdement puisé dans ses stocks d'intercepteurs pour essayer d'abattre les missiles et drones iraniens qui venaient s'abattre sur les villes israéliennes. Et donc, l'Ukraine passe un peu après tout ça. Et donc, cette pause, évidemment, alors il faut voir si ça va rester une pause, comment dirais-je, longue ou plus ou moins courte. Je rappelle qu'il y a une première pause de 5 jours en février, en mars, décrétée par le Pentagone, et une deuxième pause de 2 jours début juin, mais plutôt pour certains types d'équipements électroniques pour mettre sur des bombes longue distance. Bon. Donc, 5 jours, 2 jours. Est-ce que la semaine prochaine, lorsqu'on refait le briefing, les livraisons ont repris? Ou est-ce qu'elles sont réellement gelées, enfin, pour une durée indéterminée? On ne sait pas. En revanche, ce qui est peu surprenant, c'est la personne qui a annoncé structurer, je veux dire, cette pause, et la personne qui est à suivre en réalité au Pentagone, c'est pas M. Hexet, le secrétaire à la Défense, mais c'est M. Colby, le sous-secrétaire à la Défense, qui est le chef de la politique du Pentagone, qui finalement là met en application non pas une doctrine, mais en tout cas des convictions qu'il a et qu'il a publiquement exprimées plusieurs fois depuis qu'il est arrivé aux affaires sur la question des livraisons à l'Ukraine, qui pour lui ne sont absolument pas prioritaires. Il avait déjà fait savoir, donc en plus c'est pas une surprise. Je rappelle qu'il avait une phrase qui consistait à dire en gros, si la guerre en Ukraine est existentielle pour les Européens, alors c'est à eux de la financer et pas aux Américains. Sous-entendu, pour les Américains, c'est pas existentiel, et de deux, c'est aux Européens de payer. Et donc là, on est dans le même état d'esprit que celui du sommet de l'OTAN, hein, de la semaine dernière. Donc à suivre, voir si jamais ça va rester en l'état ou si jamais les livraisons seront reprises. Mais même si elles sont reprises, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas infinies, puisqu'on est sur il s'agit de paquets d'aides votés par Biden, et une fois encore, le budget aux États-Unis sera arrêté à l'automne prochain, et qu'en l'état actuel des choses, personne ne parie sur le fait que l'Ukraine aura un cent ou $1 dans le prochain budget américain. Le dernier point, c'est les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan qui se sont très rapidement tendues ces derniers jours. On est en fait à la limite de la crise diplomatique entre les deux pays. Les relations qui se sont tendues, alors suite à ce qui pourrait être a priori un fait divers dramatique, mais un fait divers quand même, qui est l'arrestation de ressortissants azerbaïdjanais à Yekaterinbourg par les forces de sécurité russes dans le cadre d'une enquête pour des meurtres ou des questions de droit commun commis il y a plus d'une vingtaine d'années. Et les personnes qui ont été appréhendées, deux d'entre elles sont décédées dans le cours de leur incarcération dans des circonstances très très floues. Ça a provoqué la colère visiblement de M. Aliyev à Bakou, qui a décidé de représailles et s'en est pris aux intérêts russes en Azerbaïdjan, en commençant par Spoutnik, puisque le siège de Spoutnik à Bakou a été perquisitionné par les forces de sécurité azerbaïdjanaises, et plusieurs collaborateurs de Spoutnik, collaborateurs russes, ont été arrêtés, environ 6 personnes d'abord. Et d'autre part, un autre collaborateur de Rutplay, un autre média russe qui se trouve en Azerbaïdjan pour convenance personnelle, a été arrêté. Alors le motif mis en avant pour leur arrestation est celui d'espionnage d'une part et de contrebande de narcotiques avec l'Iran d'autre part, qui sont des chefs d'accusation qui rappellent un peu ceux que les Russes utilisent lorsqu'ils sont notamment arrêtés des Américains, par exemple en Russie. Hein. On se souvient de l'affaire de la basketballeuse américaine qui avait été arrêtée pour détention de stupéfiants, des choses comme ça. Bon, là, ce sont des chefs qui ont été opposés donc à ces ressortissants russes. Et depuis, on est un peu dans une logique d'escalade, avec des prises d'otages, entre guillemets, de part et d'autre, puisque les Azerbaïdjanais ont continué à arrêter des ressortissants russes, qui ont d'ailleurs été montrés à la télé et visiblement ont été sévèrement amochés durant leur interrogatoire par les services azerbaïdjanais. Et de son côté, la Russie n'a pas manqué de répliquer en s'en prenant à des chefs de file ou des personnalités emblématiques de la diaspora azerbaïdjanaise, très nombreuses en Russie, hein, comme chacun sait, qui ont été arrêtés à travers le pays. Certains d'entre eux ont ensuite été relâchés. Dernière nouvelle, on apprend que l'Azerbaïdjan pourrait décider de fermer les écoles russophones sur son territoire. Bon, donc une logique d'escalade qui survient dans un contexte qui était déjà, je le rappelle, tendu entre les deux pays, puisqu'il y avait déjà l'affaire de l'avion d'Azerbaijan Airlines dont on avait parlé avec Arnaud, hein, qui a été abattu par accident en décembre dernier, décembre 2024, et qui était venu s'écraser au Kazakhstan.
avec plusieurs dizaines de morts dans le crash de cet avion. Et ce qui avait déjà inauguré une période de tension entre Bakou et Moscou. Des excuses officielles avaient été présentées de la part de la Russie avec des compensations pour les familles des victimes. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs aussi des Russes dans l'avion, au passage, et pas que des Azerbaïdjanais. Mais néanmoins, visiblement, cette affaire n'a toujours pas été digérée par M. Aliyev. Et là, donc, il y a quelque part de l'huile sur le feu qui est rejetée. Et ce qui est frappant, c'est de voir la vitesse à laquelle les choses se détériorent. Il y a eu plusieurs théories qui ont été mises en avant en tout cas plusieurs angles, on va dire, pour analyser cette nouvelle séquence de tension entre les deux pays. Il y a d'abord une première analyse qui est celle des représailles, à savoir que finalement, le déclencheur côté russe, ça aurait été une opération spéciale menée par les services azerbaïdjanais sur le territoire russe à l'insu des services russes, puisque les services azerbaïdjanais auraient kidnappé à Yekaterinbourg, je crois, un éminent représentant de l'opposition à M. Aliyev, qui avait trouvé refuge en Russie, et d'ailleurs au passage qui dispose aussi de la nationalité russe, qui a donc qui a disparu et qui a refait surface, comme par enchantement, en prison en Azerbaïdjan depuis quelques semaines. Et donc finalement l'arrestation des ressortissants azerbaïdjanais, dont deux sont décédés il y a quelques jours, aurait été une forme de représailles, de réponse de la part de la Russie à cette opération qu'elle désapprouve sur son territoire. Donc c'est un angle d'explication. Et le deuxième angle, en tout cas qui revient beaucoup dans ce qu'on peut lire et entendre et les commentaires qui sont faits, c'est celui du deuxième front. Dont on a déjà pu parler depuis maintenant 3 ans, d'abord en concernant la Géorgie, puis l'Arménie avec le Karabakh, celui du deuxième front, à savoir qu'à un moment où l'Ukraine se trouve de plus en plus en difficulté sur le champ de bataille, d'autant plus qu'elle ne va plus recevoir de munitions de la part des États-Unis, eh bien, survient une crise grave avec un pays de Transcaucasie, et donc qui vient mettre en difficulté, pour l'instant politiquement, peut-être diplomatiquement, la Russie avec un pays qui est quand même clé pour certains projets logistiques, notamment le corridor nord-sud. On parlait tout à l'heure du port d'Astrakhan et des acquisitions iraniennes. Bon, tout ceci rentre dans une logique de logistique internationale et de corridor de transport nord-sud entre la Russie et l'Inde via l'Iran et le Golfe Persique. Et l'Azerbaïdjan fait partie d'un des tronçons par travers lequel doit transiter ces containers qui se rendent vers le Golfe ou à contrario qui remontent d'Inde pour aller vers la Russie. Alors évidemment, ça donne des leviers à l'Azerbaïdjan pour, comment dirais-je, dans son rapport de force avec la Russie. Voilà, je m'arrête là, Président, pour cette rubrique. Merci de ces longs développements particulièrement intéressants et inquiétants d'une certaine façon. On va s'arrêter là aujourd'hui, on n'a pas davantage de questions. Nous nous retrouvons lundi donc pour notre avant-dernier briefing, puisque nous arrêterons les briefings jeudi 10. Ce sera le dernier de l'été, sauf bien entendu événement particulièrement important, majeur, qui nécessitera notre intervention. Donc, on s'arrangera pour à ce moment-là faire une émission spéciale. Mais donc, l'été sera un moment de repos pour tous, hein, de réflexion. Je sais qu'Arnaud et Igor ont plein de livres à lire sur leur table de chevet, donc l'été sera studieux, à n'en pas douter. Donc, nous nous retrouvons lundi pour un développement plus international et notamment comme tu le disais tout à l'heure, avec probablement le résultat de ce coup de fil Trump-Poutine, dont je ne sais pas s'il faut en attendre quelque chose, mais on va voir. Et puis, et donc d'ici là, passez tous un bon week-end. Comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.